Alors tu sais, hier, j'ai rencontré un directeur d'un groupe international qui me dit: «Bah, on va, aller aux États-Unis». J'étais à Chicago la semaine dernière et on va attaquer le marché américain. Donc je me suis dit que l'épisode qu'on va faire aujourd'hui toutes les 2, c'était le perfect, Ah, timing. Alors pour l'audience, est-ce que tu peux te présenter, je m'appelle Christina Rebuffet-Brodus, comme ça s'entend. Je suis américaine et je suis en France depuis 20 ans. Je suis la fondatrice et la dirigeante de l'agence Transatlantia, qui est une agence qui accompagne les entreprises françaises pour trouver des clients sur le marché américain. Donc, on met en place en fait des stratégies de ce qu'on appelle account-based marketing, en fait, qui sont des stratégies de prospection et de marketing très ciblées pour des entreprises où on a identifié qu'ils ont un besoin, je dirais, immédiat ou dans le futur très proche. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment d'aller en profondeur dans ces entreprises pour mieux comprendre leurs enjeux et donc, du coup, pour mieux positionner son offre pour ces entreprises. Et c'est une technique en fait qui a un retour sur l'investissement supérieur de 75% sur des approches classiques parce on cible moins d'entreprises, mais on les cible mieux. Et du coup, c'est ce qu'on fait avec Transatlantia et mon associé qui est basé à Marseille et nos partenaires aux États-Unis. dans cet épisode, on va voir 2 choses, donc restez bien avec nous. Dans la première partie, on va discuter du marché américain, pourquoi c'est intéressant d'y aller, et dans la deuxième partie, on va faire une étude de cas où on va pouvoir appliquer ce que tu viens de nous expliquer sur le account-based marketing. Avec plaisir. Alors dis-moi Christina, pourquoi le marché américain? Qu'est-ce qui attire autant les entrepreneurs français? Alors, il y a beaucoup de choses qui attirent les entrepreneurs français dans ce marché. Je pense que c'est déjà la taille du marché. C'est vrai que quand on compare à la France, en fait, le marché américain, en fait, c'est le marché homogène, le plus grand au monde, en fait, parce qu'on a à peu près 330 millions de consommateurs, des C'est entreprises énorme. qui sont dans une vraie dynamique, en fait, de croissance, de chercher des solutions, de toujours s'améliorer. Donc, il y a vraiment des gens et des entreprises qui sont friands de solutions qui peuvent les aider. On est sur un marché avec une langue unique comparé à l'Europe où on a toutes les langues européennes qui sont une richesse, mais pour le business, ça complexifie des choses. Et aussi aux États-Unis, en fait, on a vraiment une culture business très claire, très tournée en fait vers le fait de faire des affaires. C'est-à-dire, on cherche des opportunités, on cherche des possibilités. Là où, par exemple, et c'est pas moi qui le dis, c'était le PDG de Nvidia à Vivatech qui a dit aux États-Unis, un investisseur, un client va chercher une bonne raison pour signer. Et en Europe, on cherche 99 raisons de ne pas signer. Donc, on a cette différence, en fait, dans les conversations commerciales, on cherche comment on peut faire des affaires ensemble parce que ça va être bénéfique pour les deux parties, en fait. Et je pense que ça, c'est quand même attirant pour des entrepreneurs et des entreprises qui existent pour faire des affaires, pour avoir un impact, peut-être, certes, mais on peut pas avoir un impact si on n'a pas des clients, du chiffre qui rentre et un marché qui est là. Ah, c'est vrai, tu peux pas avoir d'impact si tu gagnes pas d'argent. Tu parles de la taille du marché. Est-ce que c'est un peu une idée reçue de se dire, bah, je peux aller aux États-Unis, c'est énorme, je vais y aller et je vais tout conquérir, d'un coup? C'est très ambitieux, je dirais. Effectivement, c'est un marché énorme, mais quand on va aborder ce marché énorme, essayer de conquérir tout le marché d'un coup, ça sera vraiment une erreur stratégique. Parce que il y a vraiment des vraies différences entre les régions, entre les cultures, entre les problématiques. Comme par exemple, moi, je viens du Mississippi. Ma sœur habite à Seattle. C'est deux mondes différents, en fait, pour tout. Et d'autant plus que aux États-Unis, chaque État a ses propres lois, sa propre constitution, son propre gouvernement. Donc, en fait, c'est vraiment, je dirais, les États aux États-Unis, c'est comme les pays en Europe. Et par exemple, on va pas dire, je vais conquérir tout le marché européen d'un coup. On va dire, on va pénétrer le marché allemand pour commencer et peut-être autrichien ensuite, etc. Et aux États-Unis, c'est pareil. Il vaut mieux vraiment cibler une région, un État, voire une ville pour commencer, pour tester, pour apprendre, avant d'essayer d'élargir un peu partout, parce que sinon on va juste se disperser
perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie et peut-être perdre même l'espoir dans le fait que le marché américain soit accessible pour son entreprise. Est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui ont essayé comme ça d'y aller, avec une préparation vraiment, minimale en se disant, «Ça sera, super facile» et sans avoir cette connaissance un peu fine de chaque État est différent, Hmm. a une politique différente, une culture différente, un marché qui est différent? Un exemple, en fait, bah, c'était un exemple, c'était, 2 personnes, j'essaie de ne pas trop de donner trop de détails non plus, mais 2 personnes qui avaient un logiciel SaaS et qui voulaient le vendre, ils disaient: «On a beaucoup de contacts, dans l'Arizona. On a beaucoup de contacts là-bas, on va vendre là-bas». Et j'ai dit: «OK, bah, très bien. Qui est-ce que vous allez cibler?» Tout le monde parce que notre logiciel, il est unique au monde, il y a personne qui fait ce qu'on fait, donc ça peut plaire à tout le monde, il faut juste qu'on trouve les contacts. Je dis: «Oui, mais enfin, si vous ciblez, je sais pas, entre, les institutions académiques, les hôpitaux, les entreprises de BTP et cetera, c'est pas du tout les mêmes besoins, le même positionnement, même si, en principe, tous ces types d'entreprises peuvent utiliser leur logiciel». Du coup, j'ai dit: «OK, bah, imaginons vous partez avec un deck générique que vous allez pitcher tout le monde. Est-ce que vous voulez qu'on regarde votre deck et on voit comment on peut au moins l'adapter un minima, pour le marché américain? Ah oui, mais non, on cible pas que le marché américain, on cible aussi en France et aussi, au Moyen-Orient. On va pas faire quelque chose de spécifique pour les États-Unis, on peut pas adapter à tout le monde. Et je dis: «OK, ben, bon». Donc là, il faut que je fasse le suivi avec eux, pour voir parce que c'était il y a quelques mois déjà et ils m'ont dit qu'ils allaient tester, seuls comme ça et après on pourrait faire le point. Il faut que je les recontacte pour voir. Je dirais, i oui, c'est du travail, mais on peut pas arriver sur un marché aussi concurrentiel et aussi bruyant, j'ai envie de dire, que le marché américain, les mains dans la poche en se disant: «Non, mais je vais pas m'adapter, je vais pas faire de travail spécifique pour ce marché» et je pense que c'est valable pour tous les marchés étrangers sur lesquels on va, mais vraiment essayer d'y aller un peu les mains dans la poche comme ça en se disant: «Ils vont, comprendre, j'ai pas besoin de m'adapter au code, j'ai pas besoin de faire comme eux parce que notre produit est tellement bien». C'est se tirer une balle dans le pied, direct. Est-ce que tu as d'autres idées reçues que tu entends à part celle-là de «c'est facile»? Ben, je pense qu'il y a aussi, il y a peut-être l'idée reçue que notre produit est suffisamment innovateur, unique, différent, et cetera, qu'on n'a pas besoin de le vendre. On n'a pas besoin de faire du marketing. On n'a pas besoin de faire du storytelling. On n'a pas besoin d'être présent sur les réseaux. Je veux pas incarner mon entreprise ou ma marque, j'aime pas ça. Et en fait, ça, c'est toutes les choses qui aident à faire justement la différence sur le marché américain parce que des produits, oui, vous êtes peut-être le seul à faire votre produit, mais un client potentiel, il a un très large choix d'autres solutions qui peuvent concurrencer votre solution, même s'ils font pas exactement la même chose. Je prends toujours l'exemple de se dire un resto italien et un resto japonais, ils font pas la même chose, mais en même temps, ils sont en concurrence parce qu'ils répondent à un même besoin. Si on ne prend pas justement le temps et l'énergie et le budget aussi pour jouer ce jeu de marketing, de présence, de storytelling, et c'est là où c'est des sujets où les Américains sont de manière générale assez forts. Bah pareil, en fait, on va dans un jeu, sauf qu'on n'a pas tous les outils pour jouer en fait. Donc pareil, ça serait dommage vraiment de miser sur, le produit seul pour qu'il se vend. En fait, c'est comme si tu voulais, jouer à un même sport, mais pas au même niveau et pas du tout, avec la même, Oui, équipe, le même backup et tout le marketing oui, qui va c'est avec. ça, c'est un peu je vais aller jouer dans la alors là, moi, je regarde pas les sports à la télé, mais je vais tenter une métaphore. On va jouer en Ligue 1, sauf qu'avant, je jouais, bah, avec mes potes, voilà, le Mmh. samedi ou le dimanche, faut quand même s'entraîner un peu, on va dire. En fait, j'ai l'impression aussi que peut-être dis-moi si je me trompe, mais Mmh. est-ce que c'est parce que, aussi le consommateur américain est très habitué à un marketing, peut-être à un standard qui est beaucoup plus élevé? Ce que tu disais, il faut incarner sa marque et cetera. C'est Mmh. quelque chose quand même d'assez nouveau, en France où on se Oui. dit: «Il faut être»,
une personne d'influence dans mon secteur et donc du coup, il faut faire, du contenu, il faut que j'incarne ce qu'on fait en tant Mmh. entreprise. Alors qu'en fait, au marché américain, tu le vois, dès que tu ouvres un contenu, tu cherches une information sur un contenu particulier, tu trouves une superstar américaine qui est déjà Oui, installée sur ce sujet. Donc quand tu arrives aux oui, États-Unis, est-ce que les consommateurs américains, si en fait ils tapent ton nom sur, LinkedIn et qu'ils trouvent rien, ils se oui. disent: «Mais qui est cette, qui est cette personne?» Oui, oui, bah, en fait, c'est exactement ça et en fait, on dit souvent, «Vous êtes qui, Google dit que vous êtes». Donc c'est-à-dire que si on tape votre nom et on trouve, rien, bah, on sait pas qui vous êtes, on connaît pas les valeurs, comment vous êtes en tant que personne et du coup, ça fait que, bah, on aura du mal à commencer à se dire: «Bah, j'aime bien cette personne», parce que parfois ça commence avec ça. Il y a en fait, aux États-Unis, on parle beaucoup de ce qu'on appelle le know, like and trust factor. Donc c'est-à-dire qu'il faut connaître la personne, apprécier la personne et faire confiance à la personne. Et en fait, la façon de construire un peu son capital de know, like and trust, bah, c'est justement souvent alors ça peut être par des contenus, ça peut être par des rendez-vous virtuels si on n'est pas physiquement aux États-Unis. Ça peut être par des rendez-vous physiques sur des salons, etc. Ça peut être parce qu'on était dans des médias tierces, comme des podcasts de d'autres personnes. Mais en fait, tout ça, ça construit ton capital pour que quand la personne vous cherche sur Internet, il trouve des choses qui vont donner des signaux positifs pour commencer déjà à vous apprécier, à vous faire confiance. Et ça va vraiment faciliter en fait tout par la suite. Ouais, c'est génial ce que tu dis et je pense que ça s'applique à absolument, toutes les personnes qui font un business. C'est beaucoup plus facile si tu les connais et en fait, dans notre comportement à nous, on cherche. Est-ce que cette personne, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle incarne? Je pense que ça peut être valable aussi sur le marché français, mais peut-être la différence, ça va être en fait là où on voit des contenus peut-être je vais pas dire d'influenceurs parce que là on n'est pas dans le créateur de contenu qui crée du contenu et c'est pas ça, c'est son métier. Mais si on est sur par exemple un dirigeant d'une PME, peut-être même un directeur marketing d'une entreprise, etc. En fait, on a quand même besoin d'être présent et de montrer à des gens qu'on n'est pas juste quelqu'un de lambda qui fait le job, qu'on a une présence et un impact dans notre industrie, qu'on réfléchit aux problématiques de notre métier, de notre secteur, et qu'on a des choses à dire, des valeurs à porter et un impact qu'on veut avoir, en fait. On n'est pas juste là pour faire le job parce qu'il faut bien faire quelque chose dans sa vie pour avoir un salaire, mais parce qu'on a quelque chose qui nous drive tous les jours. Et je pense que c'est peut-être ça une différence entre le marché français et le marché aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en France, on a une tendance à séparer la vie perso et la vie professionnelle. C'est vrai. On a une identité professionnelle, mais ce n'est pas toute notre identité. Alors qu'aux États-Unis, les deux sont vraiment très, très, très liés. Et parfois, on voit que justement, des Américains, parfois qu'on les perde leur poste ou leur statut. En fait, ils sont vraiment en crise d'identité parce que avant, j'étais vice-président de cette entreprise et toute mon identité, c'était autour de ça parce que on a cette idée on incarne son poste, son entreprise, son travail. Et ça, c'est peut-être une des grosses différences entre la France et les États-Unis. Est-ce que c'est lié aussi à la place que prend le travail au quotidien? Et que du coup, t'as pas de place pour développer, des passions et que du coup, toute ton énergie, elle est mise au travail et donc ça devient automatiquement ton identité? Je pense qu'il y a un peu de ça aussi, effectivement. En fait, c'est parce que, on va dire, les Américains ne sont pas connus pour leur sens de l'équilibre vie pro, vie perso. Et ça fait que, effectivement, le fait on travaille beaucoup aux États-Unis, ça fait que bah, peut-être justement on construit cette identité parce que c'est ce qu'on fait pendant, je dirais, la plupart de notre journée, en fait. Donc c'est la première grosse, différence, Oui, culturelle, c'est, la façon dont tu vas marketer, ton entreprise et la perception, que va avoir le consommateur en oui, fonction de toute la communication que tu vas mettre autour de,
des valeurs, de la culture de ton Oui. entreprise. Et la deuxième, c'est la relation au travail où vous, finalement, c'est pas du tout la même en France et aux États-Unis. Est-ce que tu as Oui. une autre différence culturelle qui est que tu voudrais mentionner? À une autre différence culturelle, je dirais que c'est ce côté un peu direct et d'aller droit au but. Notamment, alors, il y a un peu des contradictions quand je dis ça, et ça, on peut en parler si vous voulez. Mais je dirais, en fait, c'est quand on va dans une discussion avec des Américains, tout de suite, on va peut-être parler des choses très concrètes, le prix, la logistique, etc. Et si on voit que on a coché toutes les bonnes cases, ok, après, on peut aller dans des discussions pour comprendre les détails, comment ça fonctionne, etc. Mais en fait, si on n'a pas validé, je dirais un peu les critères qui peuvent peser beaucoup dans la décision, bah, à quoi ça sert de passer 45 minutes en fait, de parler de sa solution, de comment ça s'applique à l'entreprise, etc., pour arriver à la fin et voir, ah non, on n'a pas le budget, non, le timing, il est pas bon. Et donc, en fait, on va pouvoir essayer de valider un peu très rapidement, est-ce que c'est utile qu'on discute plus longtemps? Par exemple, dans une je dirais en fait, dans une rendez-vous découverte, par exemple, avec une entreprise, souvent ce qu'on conseille, c'est de faire 30 minutes, même un peu moins, si on peut. Moi, j'ai eu des Américains qui m'ont contacté pour des rendez-vous en me proposant de faire un rendez-vous de 7 minutes pour voir si, il y a des choses à faire, et si c'est le cas, on peut reprogrammer un rendez-vous plus long. Et tu vois, pour un Français, on n'a même pas le temps de se dire bonjour, c'est déjà Oui, terminé. oui, c'est ça. Donc en fait, c'est ça, et alors c'était une seule fois que ça m'est arrivé, mais je me suis dit: «Tiens, c'est suffisamment, remarquable, que je le note dans ma tête». Donc en fait, souvent l'idée, ça va être vraiment de programmer un petit rendez-vous, au début, parce qu'on ne veut pas perdre du temps, en fait. Donc l'idée, ça sera vraiment de prendre, 10 minutes. OK, présentez-moi vos problématiques, 10 minutes, je vous présente ce qu'on fait, et à la fin, on décide, est-ce que c'est intéressant d'aller plus loin dans la discussion ou pas? Alors que moi, je vois justement dans ma propre prospection en France, souvent, on fait un rendez-vous qui va durer 30 minutes, enfin, c'est prévu pour 30 minutes, souvent ça déborde. OK, je vous envoie la proposition, on fait un deuxième rendez-vous, on en discute, on a peut-être un troisième, et ça peut durer assez longtemps, en fait, la décision de travailler ensemble ou pas. Alors qu'aux États-Unis, souvent, ça va être beaucoup plus rapide, ce qui peut être à la fois bien parce que ça nous permet, pour un entrepreneur, je pense que c'est le bonheur d'aller plus vite, mais en même temps, ça peut être déstabilisant parce qu'on n'a pas cette habitude-là. Et là, j'ai des clients qui ont ouvert récemment un magasin physique en Floride. Et eux, ils ont été très déstabilisés. Ils ont dit, en fait, les clients, ils arrivent. J'ai même pas le temps de déballer mon pitch, et le mec, il demande déjà le prix. Mais j'ai pas encore eu le temps de lui montrer en quoi le produit il est bien, etc. Et je dis non, parce qu'il veut voir si c'est intéressant de savoir pourquoi le produit est bien, pour savoir s'il a le budget ou pas. Et perdre beaucoup moins de temps aussi, du coup, pour lui, parce qu'il il va pas traîner Oui, en discussion. Il peut décider tout de suite si c'est plutôt cette solution ou cette solution qui lui convient. Mais d'un point de oui. vue français, ça veut dire aussi une préparation qui est vraiment différente, d'aller droit au but et de pas se tromper parce qu'il n'y a pas de deuxième opportunité de corriger le tir, parce qu'il y a potentiellement pas de deuxième rendez-vous. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Donc c'est pour ça, après il y a plein de techniques, bah, de donner, bah, soit une fourchette, et ça peut être même une fourchette très large, qui au final ne veut rien dire, mais ça répond à la question quand la personne pose une question sur le prix. Hmm. Le pire, en fait, c'est de quand, vous avez un prospect américain qui vous demande une question. En fait, c'est le pire, c'est de tourner autour du pot. Oui, enfin, ça dépend parce qu'il y a plein de choses qu'il faut qu'on prenne en compte, parce que si on fait ça, c'est ce prix. Si on fait ça, non. En fait, on donne une réponse claire et concrète, quitte à être une réponse qui, au final, en fait, ne veut rien dire. Ben, la fourchette, ça va de 5 000 à 50 000. Enfin, et après, il y a plein de nuances et de subtilités selon ce qu'on met dans le package, on va dire, mais au moins, ça répond à la question, et ça permet au client, en fait, d'avoir une réponse, au moins concrète. Bon, là, tu nous as déjà plein d'éléments sur la philosophie du business aux États-Unis qui sont quand même hyper précises et qui évitent de se dire, je vais aller aux États-Unis. Non, on va préparer, on va réfléchir, quel état,
quelle typologie de client, comment je vais me préparer. Une fois que Oui. j'ai déjà réfléchi à tout ça et que je me dis: «Bon OK, je suis presque prêt à me lancer», est-ce que tu as 2 ou 3 points qu'il faut Mmh. vraiment, analyser avant de partir, sur la réglementation, sur les coûts, sur la concurrence, par Tout exemple? ça. Oui, tout ça. Je dirais tout ça, en fait, c'est, bah, déjà de se renseigner. Alors selon, son activité, justement de voir est-ce qu'il y a, des réglementations spécifiques, des licences, parce qu'en plus, encore, selon, le métier, il faut des licences et une licence pour un État n'est pas forcément valable pour un autre État. Donc encore moins quand on vient d'un pays étranger. J'ai eu des clients qui étaient, je cherche exact, je crois qu'elle était pharmacienne ou enfin, quelque chose comme ça, aux États-Unis. En fait, son habilitation pour être, pharmacien en France, bien sûr, n'était pas valable aux États-Unis. Donc il a fallu qu'elle se réinvente complètement, ou de repasser justement la licence là-bas pour lui permettre d'exercer, son métier. Donc et en plus, c'est des métiers où on verrait pas forcément pourquoi, coiffeur, agent Coiffeur. immobilier, coiffeur, voilà, un coiffeur qui a sa licence parce que j'ai une copine qui est coiffeuse, qui était en Géorgie et qui s'est installée en Pennsylvanie. Elle a dû repasser, sa certification pour pouvoir exercer le métier de coiffeuse en Pennsylvanie. Agent immobilier, Il faut pas assumer que si en France, tu as pas besoin de licence pour exercer, tu en auras pas besoin aussi aux voilà, États-Unis. Il faut vraiment vérifier et ça oui, dans chaque État où tu vas vouloir, aller oui, travailler. oui, voilà. OK. Oui, c'est un système qui fonctionne de manière complètement différente, donc il faut vraiment se renseigner sur tout ce qui est réglementation. Donc là, ça rajoute une couche de complexité. Autre chose que tu voudrais mentionner avant qu'on passe à la 2e partie? Alors, il y a, les réglementations, je dirais aussi de quelque chose qui est très intéressant, c'est quand on commence à commencer à identifier géographiquement où on veut, cibler aux États-Unis. Si on veut s'implanter physiquement, il y a, les agences de développement économique et chaque État en a au moins un. Plusieurs États, ils en ont plusieurs, selon, la taille de l'État, les différences entre les régions, et cetera. Mais ces agences, en fait, sont, gérées par chaque État et sont financées par les impôts et les taxes de l'État, c'est-à-dire que leurs services de conseil sont gratuits pour les entreprises qui souhaitent en bénéficier. Parce que pour l'État, l'intérêt, c'est d'attirer des entreprises qui vont s'implanter dans leur État, créer des emplois, contribuer à l'économie. Et donc ça, c'est vraiment des contacts vraiment, je dirais, d'une richesse incroyable et gratuit. Donc, vraiment de chercher les agences de développement économique des États, parce qu'ils C'est un peuvent être super une outil mine que tu d'or. nous donnes. Oui, et j'ai des contacts parce que je suis en contact avec, pas mal d'agents des États différents. Donc si jamais, il y a des personnes qui ont besoin de contacts, ils peuvent me contacter et c'est avec plaisir. Ouais, je te remercie Christine. De toute Mmh. façon, on mettra tous les détails dans la description pour Oui, te contacter s'il y a des questions. oui, Bon, moi, je me dis, j'ai fait un petit peu d'export, oui. je commence à comprendre le marché américain, j'ai envie Mmh, d'y aller. J'ai vraiment l'option numéro un, j'achète une entreprise sur place, et je l'intègre, à mon entreprise existante ou bien je crée une filiale. mmh, Et là, j'aimerais qu'on passe à la 2e partie de cet épisode oui. où on va, prendre l'option je crée une filiale avec toi et Mmh, on va regarder un peu quelle stratégie on applique pour, s'attaquer au marché et oui. pour, implémenter ce dont tu nous parlais en introduction de account based marketing. Ouais. Ouais, je pense que si on veut commencer à s'attaquer au marché américain, la 1re chose à faire, ça va être vraiment une étude de marché. C'est-à-dire, par quoi je commence pour valider qu'il existe une vraie demande aux États-Unis? On va commencer par, des interviews clients, des salons professionnels. On peut faire des tests, assez facilement de prospection sur LinkedIn et en fait, de commencer déjà à tâter un peu le terrain pour comprendre, est-ce que ce que je propose, ça intéresse les gens ou pas? La façon dont je l'explique, est-ce que c'est clair ou pas? Et en fait, l'objectif de ces premiers contacts, ces premières touches avec le marché américain, ça va être vraiment d'obtenir les retours directs du terrain plutôt que de réfléchir, seul dans son coin, et cetera. Parce que ça, c'est la pire chose qu'on peut faire parce qu'on va sur un marché, qui est complètement différent, qu'on ne comprend pas et qui ont des codes de fonctionnement très différents. Donc vraiment
je dirais le contact terrain pour commencer, ça va être indispensable. Et après, on peut aller vraiment dans une vraie étude de marché, c'est-à-dire regarder quelle est la bonne région pour l'implantation, quelles sont les différences culturelles dans le comportement d'achat selon telle ou telle région. Et là, on peut trouver des choses vraiment très, très, très pointues, en fait. Parce que je travaille avec un partenaire qui fait ces études, et quand il m'a montré sa présentation qui faisait 40 pages sur les valeurs, les comportements d'achat, comment les personnes dans le Midwest, aux États-Unis, ils achètent des produits laitiers. Ouais, même moi, j'ai appris plein de choses, en fait. Donc, on peut vraiment aller très profond, en fait, dans la compréhension du comportement de l'acheteur pour notre secteur, pour la zone géographique, pour vraiment aider l'entreprise à s'adapter. Parce que comme on a vu, si on y va sans s'adapter, c'est sûr qu'on va se planter. Ouais, c'est pour éviter ce que tu disais tout à l'heure, Oui. d'assumer que j'ai le meilleur produit, j'ai le meilleur marketing, j'ai la meilleure façon de fonctionner, j'ai plus qu'à faire un copier-coller et le mettre sur le marché américain. Oui, c'est ça. Peut-être pour donner un exemple très concret d'une entreprise qui a vraiment pris ça au sérieux, c'est le groupe Materne avec leurs produits Pompot. C'est les petits les compotes en gourde Pour les bébés. Mm. pour Enfin, les pour les bébés ou enfants, pour pour les tout le enfants. monde en fait. Moi j'en prends quand je vais faire du vélo, quand je cours, je hop un petit Pompot dans la poche. Voilà. Et en fait, c'est donc en France, si on regarde leur marketing, leur positionnement, c'est beaucoup axé autour du les bons fruits, la simplicité, ce côté un peu maternel rien qu'avec le nom du groupe. Le nom Pomme Pot, l'idée pot, ça renvoie un peu à la cour de récré, etc. Donc ils ont un positionnement, je dirais très rassurant en fait au niveau des produits, de l'origine des fruits, la pureté, la sobriété, etc. Quand ils sont allés aux États-Unis, déjà ils étaient obligés de changer le nom parce que Pompot, ça veut rien dire en anglais, on perd le jeu de mots, etc. Ils sont devenus Go-Go Squeeze. Donc déjà on a cette Ah, notion c'est mignon. de ouais, en fait, c'est mignon. Ils ont gardé un peu un côté très fun, mais le positionnement, c'est le carburant pour tes journées hyper chargées quand tu es on the go, go squeeze avec électrolytes pour te permettre de durer toute la journée. En fait, tout ce côté sur la simplicité, les bons fruits, etc. On a complètement perdu, en fait, parce que les Américains, de manière générale, on sait qu'ils sont capables de manger leur repas derrière le volant et ça pose aucun problème. Amener les enfants à leur entraînement de musique, leur entraînement de soccer qui s'enchaîne avec l'entraînement de je sais plus quoi après, bah, on n'a pas le temps de se poser, etc., pour prendre le goûter. On le prend quand on est justement en train d'aller d'un événement à l'autre. Et donc, ils ont vraiment capitalisé sur ce positionnement de on est là pour vous permettre de continuer à faire 30 000 choses dans la journée avec nos gourdes qui sont hyper faciles à transporter, faciles à manger, etc. Donc, je dis, si une entreprise aussi grande que le groupe Materne se réinvente complètement aux États-Unis, il faut peut-être réfléchir à comment une petite entreprise peut aussi s'adapter. C'est un très bon exemple parce que ça illustre des subtilités qu'on n'a pas forcément l'impression d'avoir, surtout quand on a travaillé sur un branding très très fort, un message très fort comme Materne en France, et d'avoir Oui, l'intelligence de se questionner sur est-ce que ça peut vraiment marcher, la même chose oui. aux Et je États-Unis. dirais même que ils auraient pu, parce qu'en fait, souvent ce qu'on dit, c'est que sur le marché américain, si vous êtes dans les secteurs art de vivre, luxe, cosmétique, boissons, nourriture, on peut faire jouer l'identité française parce que la France est réputée pour ces secteurs-là. Mm. Si on est dans la tech, l'innovation, etc., un peu moins. Donc, ils auraient pu se dire, on va s'attaquer au marché avec nos produits français, parler compote française, etc. Pas du tout. Et je suis pas sûre que sur leur site, ils mentionnent qu'à la base, c'est un produit français. Je suis même pas sûre que c'est mentionné. J'ai des Français aux États-Unis qui m'ont dit, ah oui, Gogo Squeeze, j'aime bien. Ah, je savais pas que c'était Pompote. Donc, ils ont, Succès total. oui, en fait, c'est ça. Ils ont pris le concept, mais ils l'ont complètement réinventé pour le marché américain, mais de A à Z. Très intelligent. Hmm. Une fois que tu Oui. enfin, que tu as vérifié qu'il y avait une demande pour ton produit, que tu as retravaillé un peu ton identité de marque, Hmm. comment tu choisis la bonne région pour t'implémenter? Alors là, c'est là où justement déjà s'appuyer sur les agences de développement économique
va énormément aider. Après, on sait qu'il y a certaines régions qui sont plus réputées que d'autres pour certains secteurs. Par exemple, dans l'Est, on est beaucoup dans la finance, la santé, Boston notamment avec les biotech, etc. On a l'avantage que le côte Est, c'est que 6 heures de décalage avec l'Europe, ou avec la France au moins, ce qui facilite souvent les échanges et les interactions. Quand on est sur le côte ouest, on a 9 heures de décalage, c'est tout de suite plus difficile. Mais l'ouest est très réputé pour tout ce qui est tech avec la Silicon Valley, bien sûr, tout ce qui est divertissement parce qu'on a Hollywood, mais l'innovation de manière générale, c'est vraiment le côte ouest. Après, au milieu, on a en anglais ce qu'on appelle le flyover states parce que c'est vraiment les États où on prend l'avion et on les survole. Mais en fait, le Midwest, c'est vraiment très bien pour tout ce qui est industrie, automobile, manufacturing, l'agriculture, parce qu'on a tout ce milieu des États-Unis qui est très agricole. Donc, il y a un peu déjà commencé à cibler telle ou telle région de par son activité et après d'aller contacter plusieurs agences de développement économique pour vraiment aller explorer plus en profondeur quelle région ou quel État peut être vraiment le plus intéressant. Donc ça, c'était déjà un travail qui est énorme, pour Oui, juste identifier vraiment, quel état va vraiment être celui qui va te permettre de te propulser et potentiellement d'aller chercher les autres états, plus tard, j'imagine? complètement, ouais. Complètement, oui. Mmh. Il y a par exemple un État qui est, que moi je dirais que c'est un petit bijou parce que personne ne le soupçonne et personne n'y pense, mais c'est l'État de l'Ohio. Et en fait, c'est parce que j'ai beaucoup échangé avec Daniel Dosier, qui est l'agent qui fait la promotion de l'État de l'Ohio. Et en fait, quand il m'a parlé de, enfin, tous les atouts que cet État a, il y a bien sûr, je dirais, les avantages que l'État peut apporter en tant que tel, mais aussi le fait que ils sont hyper bien positionnés pour accéder justement au marché nord-est, New York, Boston, Pennsylvanie, etc., mais aussi les marchés côté Chicago, etc. Et en fait, ils sont très centralisés, même pour aller plus haut vers le marché canadien si on le souhaite. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte, c'est justement la situation géographique et qu'est-ce que ça me permet de faire comme trajet facilement pour aller aussi développer mon activité dans d'autres régions, d'autres États. Oui, peut-être du coup après s'attaquer au continent américain, dans son entièreté. Oui, au bout d'un moment, mais pas tout de suite. OK, pas tout de suite, baby steps. Une fois qu'on a, identifié, tous ces éléments sur l'étude de marché, l'implémentation et cetera, il faut que j'ouvre ma structure. Comment ça se passe? Je dirais de consulter un avocat. Vraiment en fait, parce que ça, c'est des choses qui sont, assez, alors c'est assez facile, en fait, d'ouvrir une entreprise aux États-Unis parce que c'est un pays, une culture, qui est très tournée vers le business, qui simplifie souvent, les démarches pour permettre aux entrepreneurs, aux entreprises, de devenir et de faire du business. Mais après, pour vraiment choisir la bonne structure, je dirais là, il faut vraiment s'appuyer sur les conseils des experts dans ce sujet, souvent des avocats, parce que eux, ils vont pouvoir vraiment regarder les spécificités de votre entreprise, de votre activité, de où vous allez vous implanter et de vous conseiller. Alors, généralement, on met sur un LLC, mais à voir vraiment avec un avocat spécialisé dans le sujet. Est-ce qu'il y aura aussi peut-être des subtilités, au niveau des détails de la structure ou comment optimiser la fiscalité, sur lesquelles ils pourraient répondre? Oui, c'est ça. Et je dirais ça, c'est un sujet où vraiment il faut pas chercher à y aller tout seul. Vraiment Ouais, je d'être suis bien d'accord avec toi, ça conseillé. peut vite devenir très complexe et on peut se retrouver à faire n'importe quoi parce on a regardé une mauvaise vidéo sur YouTube qui nous conseillait de faire quelque chose qui est pas du tout adapté. C'est ça, donc vraiment pour tout ce qui est, juridique et fiscal, je dirais oui, un avocat aux États-Unis, ça coûte cher. Oui, avoir, un fiscaliste, ça aussi, ça a un coût, mais c'est quelque chose qui va vous permettre, d'économiser sur le long terme et d'éviter de découvrir quelques années plus tard que vous n'avez pas fait le bon choix ou coché la bonne case et du coup, ça va coûter une fortune. Donc, vraiment, c'est des investissements, qui valent largement le prix,
pour éviter des erreurs. Comme tu parles d'investissement, on va en profiter pour parler, du financement de ton implantation. Comment je finance? Alors, il y a plein de façons de financer. Alors, on peut faire de l'autofinancement. Si on a une entreprise qui génère des bénéfices et on a de la trésorerie, ça peut être possible. Alors, en France, on a la chance d'avoir plein de subventions, d'aides pour le développement à l'international, notamment avec la BPI, avec les régions. On a des prêts export. Et tout ça, ça aussi, c'est des dispositifs qui peuvent être très intéressants à aller regarder pour développer son entreprise. Notamment, par exemple, il y a l'assurance prospection de la BPI, en fait, qui est une assurance et en fait qui permet à une entreprise d'avoir des fonds de la BPI et en fait de rembourser en fonction de leur réussite sur le marché américain. C'est-à-dire que si vous réussissez, alors j'ai pas exactement les chiffres en tête, mais encore une fois, je travaille avec quelqu'un dont le métier est de trouver des aides et de monter les dossiers et qui connaît vraiment toutes les petites subtilités. Donc ça aussi, si c'est quelque chose qui est intéressant pour les auditeurs, ils peuvent me contacter, je peux les mettre en relation avec cette personne parce que c'est souvent quelque chose qui on arrive à trouver des subventions et des aides qui n'imaginez pas forcément, en fait. Mais du coup, pour revenir à l'assurance prospection, c'est quelque chose où on va rembourser. Si on réussit totalement son projet, ben, on rembourse. Si on réussit un peu, ben, on va rembourser en fonction d'eux. Et il y a toute une échelle, en fait, pour définir combien on va rembourser en fonction de la réussite qu'on a sur ce marché. Si on échoue, pas de remboursement, ça se transforme en subvention parce que la BPI, ils existent pour aider les entreprises justement à se développer. Et ça veut dire aussi d'assurer parfois la prise de risque que l'entreprise peut-être ne peut pas assurer seule par sa trésorerie. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça permet tout de suite de réduire le risque, si je suis une petite PME et Oui, que finalement, le marché américain, c'est une super opportunité pour développer, mon business parce que je suis déjà arrivée au maximum de ce que je pouvais faire en France. oui, Tu vois, il y a peut-être pas une adéquation entre, mon envie et mon appétence au risque et du coup, ça oui, permet de réduire un peu le oui, sentiment qu'on peut avoir par rapport à la dépense que ça va représenter. Puisque j'imagine que tu as oui, dû aussi rencontrer des gens, qui sont partis et qui ont dépensé énormément d'argent et qui sont oui. revenus et pour qui ça a pas marché. Oui, complètement en fait parce qu'ils ont sous-estimé les coûts, parce qu'ils n'étaient pas forcément bien accompagnés, parce qu'ils ont essayé de faire tout seuls et tout ça, ça fait que, on va perdre du temps et comme on dit aux États-Unis, le temps c'est de l'argent. Et ça fait que, en fait, on navigue un peu à l'aveugle pour essayer de mettre en place quelque chose qui est enfin, qui est assez complexe, qu'on ne comprend pas et qu'on ne sait pas forcément s'adapter. On saisit pas justement les subtilités de la façon de faire, la culture, etc. Donc là, en fait, d'avoir ces aides et ces accompagnements, ça va. Oui, il y a toujours un risque. Oui, c'est toujours du travail. On peut pas arriver comme ça. Mais ça permet d'avoir justement un bon équilibre entre la prise de risque et la sécurité. Bon, une fois que tu as réussi à avoir ces subventions et ces accès aux prêts pour pouvoir financer ton implantation aux États-Unis, maintenant il faut être dans Oui. le dur et puis il faut faire le marketing et il faut vendre. C'est quoi la meilleure façon de décrocher mes premiers clients? En fait, c'est de les contacter et de pitcher, et, enfin de proposer son offre. Donc là, il faut vraiment aller se confronter au terrain dans ce cas. Parce que l'objectif, si c'est pas déjà fait, ça va être déjà aussi de comprendre en fait comment son produit ou sa solution est perçu. Ça va permettre justement d'affiner son pitch, de voir ce qui résonne ou pas face à des prospects américains. Et ça va en fait permettre vraiment de comprendre, OK, j'ai ce produit ou cette solution, je vais l'amener pour me confronter au vrai marché et ensuite je vais affiner, modifier, adapter en fonction des retours que j'ai. Faut pas attendre de se dire OK, c'est bon, j'ai tout préparé, tout est prêt, maintenant je suis prête à aller parler à des clients. Même si vous êtes en train de tâter un peu le terrain, c'est pas hyper clair, allez vers des clients, allez dans des événements, dans des réseaux pour
parler de ce que vous faites pour avoir ces retours en direct. Parce que ça va être vraiment la façon la plus efficace de comprendre si ce que j'explique, est-ce que c'est clair, est-ce que ça parle aux gens, est-ce que c'est intéressant, est-ce que moi j'arrive bien à pitcher, etc. Donc ça va être la première chose. Alors, et des fois, dans ce travail, peut-être on va justement décrocher un premier client. J'avais un ami qui vendait un logiciel je crois que c'était un logiciel de prospection, si je me trompe pas. Et en fait, lui, il s'est dit, écoute, je vais prendre les entreprises, je vais envoyer plein de mails. Il envoyait plein de mails, ça marchait pas parce que ces mails, c'était vraiment, je présente l'historique de l'entreprise, enfin un mail qui faisait 3 paragraphes. Et après, il a testé un petit mail de 3 lignes, je crois. Bonjour, nous faisons ça. On a déjà fait résultat pour entreprises similaires à l'entreprise du prospect. Est-ce que ça vous intéresse de faire un call de 10 minutes? Je vous montre. Et là, il a 2 clients comme ça, avec un petit mail comme ça. Parce je pense qu'il y a une différence culturelle dans la mentalité. C'est que souvent, ces mails comme ça vont être perçus comme du spam et supprimés direct par beaucoup de gens en France. Aux États-Unis aussi, hein, on va pas se mentir. Mais il suffit de tomber sur des bonnes personnes où vous dites, tiens, ça a l'air intéressant, 10 minutes, pourquoi pas, montrez-moi ce que vous faites, on verra bien. Et ça revient justement à cette idée euh, on ne demande pas de faire une démo de 45 minutes dès le premier rendez-vous. Voici ce qu'on fait, voici comment ça aide. Prenons 10 minutes si ça vous intéresse. Et comme les Américains sont souvent à la recherche d'opportunités, etc., la personne va se dire, oui, ok, pourquoi pas. Montrez-moi. Et après, il a dit, c'était la vente la plus rapide de ma vie, en fait. C'était un rendez-vous, Oui. la personne dit, ok, bah, j'achète, on verra bien. Mais là, c'est aussi une clé, c'est une phrase clé, j'achète et on verra bien. C'est-à-dire que les Américains sont très ce qu'on appelle pay to play. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à payer pour tester, pour voir si ça marche, et ensuite décider est-ce qu'on continue ou pas. Donc c'est pas parce qu'on a signé que c'est gagné en fait. Alors que justement en France, la personne va prendre plus de temps pour prendre la décision, de réfléchir, de comparer, de peser le pour et le contre, etc. Mais souvent, une fois que la décision est prise, bah, il va pas changer tout de suite parce qu'il a fait tout ce travail. C'était du travail, en fait, pour prendre cette décision. Alors que les Américains, c'est plus, il y a presque un petit côté gamin, qui peut être positif ou négatif, OK, je le veux, je le prends, ah bah maintenant ça me suffit plus, je vais changer, je vais faire autre chose. Donc il y a ça aussi à savoir dans le process de vente, que c'est pas parce qu'on signe le contrat que c'est acquis. En fait, je suis en train de me demander si c'est pas aussi ça qui explique le succès, des Américains. Parce qu'en fait, comme ça va très, très vite, bah, tu vas essayer quelque chose et tu as un accès, tu raccourcis le temps de prise de décision. Du coup, ton business grossit beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Si tu fais bien ton travail, tu dis que signer, c'est pas gagné. Mais si tout se passe bien, signer, c'est gagné. Et donc, du coup, si tu fais ton travail correctement, Oui, tu auras gagné ton client. Et oui. donc, du coup, tu peux accélérer beaucoup plus vite. Alors que parfois en France, pour signer un B2B, ça prend 1 an. Voilà, oui, c'est ça, oui. Et donc, effectivement, alors ça permet d'aller plus vite parce que ça permet aussi vraiment concrètement de voir ben, qu'est-ce que j'ai cherché, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et du coup, ben, j'ai un peu plus de connaissances pour chercher une meilleure solution, en fait. Donc, il y a Ouais, effectivement ça. Ça a un coût, comme on dit, mais souvent les Américains, comme on voit que le temps, c'est l'argent, ben, payer pour pouvoir aller plus vite, c'est pas quelque chose enfin, c'est quelque chose qui fait sens, en fait, sur le marché américain. En fait, la bonne stratégie d'approche du marché, c'est comme tout nouveau entrepreneur finalement. Il faut être à l'écoute de son marché, adapter le produit. C'est peut-être plus difficile quand tu es une entreprise déjà installée, mais finalement, il faut revenir aux sources même de Oui, l'entrepreneuriat et le refaire aux États-Unis. J'adore l'exemple que tu donnes du chanceux qui envoie quelques emails et qui a des réponses tout de suite. Surtout pour un Français, ça a dû être un choc, oui, un choc culturel énorme. Par contre, si ça ne marche pas aussi facilement ou aussi vite, est-ce que tu as une autre technique à appliquer, comme par exemple celle du account-based marketing, oui, sur laquelle tu es spécialisée? oui. Donc, en fait, là, ce qu'on va faire, c'est vraiment de cibler quelques clients. Alors déjà, quand on va commencer, c'est vraiment de regarder déjà qui on va cibler, en fait, et de trouver un nombre réduit de comptes ou de clients à
aller prospecter. Et en fait, une fois qu'on a défini notre ciblage, ben, ce qu'il faut faire, c'est l'adaptation. Donc, en fait, là, on va non seulement adapter son message au marché américain, si on peut dire ça comme ça, mais à cette entreprise, en fait. Et donc là, on peut vraiment mettre des choses en place très ciblées. Ça va même j'ai créé un mini site web que pour cette entreprise, en fait. Je vais prospecter, je sais pas, je prends un exemple, Disney, je sais pas, c'est le plus gros. Si on arrive à décrocher un contrat avec Disney, waouh. Mais prenons cet exemple parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit, ça parle à tout le monde. Imaginons, on veut aller prospecter Disney. Et ben du coup, ça veut dire que tout ce qu'on va mettre en place, ça peut être ces supports marketing, ça peut être les messages, le contenu qu'on publie sur Internet, ça va être même peut-être le site, l'URL, enfin pas que l'URL, mais vraiment le contenu du site qu'on va envoyer aux personnes qu'on cible dans l'entreprise. Tout est vraiment adapté spécifiquement. Ça parle des problématiques de Disney, ça parle de leurs chiffres, ça parle vraiment des choses où on ne pourrait pas envoyer ça à une autre entreprise parce que ça n'aurait aucun sens. Et en fait, c'est vraiment ça. Donc, on fait l'adaptation. On construit aussi un peu son autorité de par du contenu, et ça, on en avait parlé tout à l'heure. Et après, on va aller à la prospection. Donc, vraiment d'identifier qui dans cette entreprise, en fait, il y a 3 profils. On va avoir les décideurs, les influenceurs et ce qu'on appelle en anglais les gatekeepers. Donc, c'est un peu les personnes qui peuvent faire barrage, en fait, qui peuvent bloquer l'accès aux autres. Et en fait, on a besoin d'identifier qui sont ces profils dans l'entreprise pour notre solution. Et après, on met en place des campagnes de prospection spécifiques pour chaque personne selon son profil, son rôle dans l'entreprise. Et l'objectif, c'est vraiment de commencer à créer ces relations avec les influenceurs. Quand je dis influenceurs, c'est pas influenceurs, Non, c'est Instagram, l'influence etc. non, qui ont de l'influence de l'entreprise. Ouais, voilà, c'est ça, juste pour clarifier ça. Donc, de nourrir cette relation avec ces personnes-là, avec les gatekeepers aussi, pour que quand on va aller essayer de rentrer en contact avec le décideur, soit il nous a déjà vus parce qu'on était en train d'interagir publiquement, par exemple sur LinkedIn, avec ses collègues influenceurs gatekeepers, parce que ces personnes lui ont déjà parlé de nous. Mais l'idée, c'est en fait de partir des personnes clés dans l'entreprise en bas pour monter en haut, pour que quand on y arrive, tout de suite, la décision, c'est plus fluide, en fait. Et c'est comme ça qu'on peut arriver justement à rentrer, alors pas on va pas cibler 100 entreprises. On peut commencer à identifier 150 et vraiment ensuite de décider de cibler peut-être, je sais pas, entre 3 et 10 selon. Mais vraiment d'aller en profondeur dans ces entreprises parce que c'est ça qui va permettre en fait d'être là, d'être présent, d'être visible sur, je dirais, le moyen terme pour aller signer les contrats. Et du coup, en fait, tu enlèves toutes les barrières qui pourraient permettre aux dirigeants de dire non. Parce qu'en finalement, tu as déjà créé une connexion avec tes gatekeepers, les personnes qui sont influentes dans l'entreprise, avant même d'arriver à la personne qui prend la décision finale. Comme tu as aussi créé toute cette stratégie de contenu qui te permet d'être légitime dans ton secteur, quand aussi ce dirigeant va chercher ton nom, il va te trouver tout de Oui, suite oui. et il va trouver en fait cette personne légitime. Tout le monde lui fait confiance dans l'entreprise, la Mmh. connaît, et donc du coup on peut passer à l'action. Est-ce que tu as quand même une idée de timing que tout ça peut prendre pour une seule entreprise? Oui, ça va vraiment dépendre en fait. Donc ça peut aller très vite, ça va dépendre de plein de paramètres. Ça peut dépendre de ce qu'on propose, ça peut dépendre de bah, juste le cycle de vente habituel pour telle ou telle entreprise. Ça peut aller, je dirais, de 2 à 6 mois, selon. Mais enfin, je sais pas si tu te rends compte, en France, entre 6 mois et 18 mois ou 24 mois pour signer un grand compte, si tu le signes, parce qu'en fait, on peut. Moi, je me souviens, moi, j'avais une start-up à un moment donné, j'avais discuté avec un grand compte pendant 1 an, et au bout d'1 an, on me dit, bon, merci, on va le faire nous-mêmes.
Et en fait, tu viens de raccourcir le timing à une prise de Oui, décision qui est beaucoup plus rapide, avec oui. des efforts qui paraissent peut-être hyper ciblés, mais qui sont nécessaires pour pouvoir avoir ce timing qui est plus court et si tout se passe bien, le retour sur investissement qui est attendu, pour ce temps de prospection. Et c'est ça tout l'intérêt de cette approche, c'est-à-dire que plutôt que de ratisser large et on verra bien et on passe d'un compte à l'autre, bon, sur le one shot, ça n'a pas marché, c'est pas intéressant, ou j'ai envoyé 2 DM, le mec il m'a jamais répondu, donc du coup je passe à autre chose. En fait, c'est comme tout, en fait, c'est vraiment la persistance qui va payer parce que on va cibler et on va aller en profondeur. Donc, certes, ça demande parfois justement un changement de mentalité et se dire oui, mais si je cible que ces deux entreprises, mais du coup j'écarte toutes les autres opportunités. Mais c'est un peu comme ce qu'on appelle en anglais le shiny object syndrome, le syndrome de l'objet brillant. Et moi, je dis souvent dans la prospection, on est un peu dans ça, le syndrome du prospect brillant. C'est-à-dire, on voit une opportunité, on saute dessus, il y a une autre, peut-être c'est là-bas, non, bah lui aussi. Et en fait, au final, on dépense beaucoup d'énergie, mais on est très éparpillé. Et du coup, on voit qu'on s'épuise, mais on voit pas les résultats et on comprend pas pourquoi, parce qu'on se donne les moyens. C'est juste que, bah, on se donne des moyens un peu partout, ce qui fait que, et on sait que la vente, souvent, même aux États-Unis, c'est pas j'envoie un message, la personne achète. Ça demande quand même, bah, de ce qu'on disait tout à l'heure, ce no like and trust factor. On doit quand même créer cette confiance et c'est pas en 2 DM qu'on le crée. Est-ce qu'aussi tu as une attente, du point de vue, américain? Dans le sens, est-ce qu'ils sont habitués à avoir cette approche, account-based marketing? Et si tu ne le fais pas, tu n'appliques pas les règles du jeu Mmh. et donc du coup, cet aspect trust que tu mentionnes, Oui, bah, peut pas se créer parce qu'en fait, ils se disent: «Tu n'as pas compris comment ça oui. fonctionne, je» Alors, est-ce qu'on est obligé de faire cette stratégie? On n'est pas obligé. Il y a plein de façons de faire du marketing sur le marché américain. Mais je dirais encore, ça va vraiment dépendre de nos objectifs, en fait. Par exemple, quelqu'un qui est plus peut-être B2C, bah, lui, il va jamais mettre en place des stratégies comme ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui est plus, je dirais peut-être petit produit, s'il vend des choses qui se facture pas très cher. Là encore, ça va être difficile de justifier, en fait, de mettre toute son énergie pour vendre un petit produit ou un petit contrat. Donc, il faut quand même que ça soit, je dirais que l'effort qu'on va mettre dans cette stratégie, bah, il faut que le contrat qu'on espère signer à la fin reflète aussi que ça va la peine de mettre toute cette énergie sur un limité de compte. c'est ça, Mm. cette, stratégie va s'appliquer à Et plusieurs des dizaines de milliers d'euros d'achat ou centaines de milliers d'euros qui vont justifier que tu as passé 6 mois, à faire du nurturing de ton client avant de pouvoir, signer. C'est ça? donc c'est ça, oui. Il faut que le contrat, hem, justifie les efforts qu'on va mettre, on va dire. Est-ce que cette, stratégie va aussi t'aider à asseoir ta crédibilité face à des concurrents américains qui sont déjà peut-être, très installés Mmh. ou il y a d'autres façons de faire? Alors ça va aider parce que en fait, ça montre quand on arrive les Américains, ils sont, très habitués à tout ce qui est enfin vraiment la personnalisation, en fait, c'est-à-dire qu'on peut pas arriver en se disant: Ça a marché là-bas, du coup ça va marcher ici aussi, je vous montre pourquoi». Et un exemple très concret, c'était, j'avais, une personne qui proposait un service, pour des hôtels. En fait, c'était un service, je crois que c'était hem de garder les valises des voyageurs, etc. Et OK. en fait, ils avaient réussi à percer sur le marché à New York. Du coup, ils ont dit, bah, maintenant, on va aller sur le marché à Chicago. Ah bah, ça tombe bien, on a plein de cas d'études, de cas concrets de nos clients à New York. Ils sont arrivés à Chicago et leurs prospects à Chicago, ils étaient, oui, mais ça c'est New York, c'est pas ici. Ça marche pas pour nous. Donc, il y a vraiment ce côté. En fait, s'ils étaient arrivés avec peut-être des chiffres pour Chicago, pour cet hôtel, pour la chaîne d'hôtels à la limite, en montrant ils se sont vraiment basés tous leurs argumentaires sur les cas de ce client.
bah là, tout de suite, c'est beaucoup plus percutant pour les clients, en fait, parce qu'il arrive déjà à se projeter dedans. Il voit que bah, vous comprenez son activité, son marché, ses besoins, et que vous n'êtes pas là juste à vendre votre solution. Et en fait, je pense que c'est ça qui va faire la différence, surtout dans un marché où on a l'habitude que des choses y soient quand même plus personnalisées. Donc finalement, si tu as déjà un track record dans une autre ville ou dans un état, Mm. tu vas de toute façon devoir refaire ce travail à chaque fois. Tu peux capitaliser un peu sur ta crédibilité, mais c'est Oui. pas ça qui va faire que le client en face va te faire confiance et que ça va aller beaucoup plus vite. Ça va pas forcément se transférer de manière automatique. Bien sûr, c'est déjà bien qu'il ait des cas d'usage américain, mais il peut s'en servir parce que ça va montrer qu'on est déjà présent aux États-Unis, etc., ce qui est aussi une facture rassurante. Mais c'est pas suffisant. Il faut pas se dire c'est bon, j'ai déjà deux trois clients aux États-Unis, ça me suffit pour aller chercher d'autres. Il faut vraiment en fait montrer comment ce qu'on a mis en place avec ce client va vraiment s'appliquer à vous aussi. Aux États-Unis, en fait, les États-Unis, c'est ce qu'on appelle un low context culture, une culture à bas contexte. C'est-à-dire que, contrairement à la France, qui est une culture haut contexte, si on peut dire. Et ce que ça veut dire, c'est que pour les Américains, il faut que ça soit très clair, très explicite, on est très mauvais pour lire entre les lignes. L'humour second degré, ça marche pas chez les Américains parce que ça, on est enfin, trop terre à terre pour ça. Et c'est pareil, en fait, dans le marketing, on doit vraiment montrer de manière très claire et très explicite pourquoi ça marche pour vous, pour votre secteur, ici à Chicago, même si tous nos cas aujourd'hui sont à New York. Ouais, je vois, c'est très clair tout ce que tu nous as expliqué sur la meilleure façon Mhm. de faire du marketing et de vendre aux États-Unis. Je peux te donner un autre exemple concret. J'avais travaillé avec un client qui voulait proposer une solution sur le marché américain et ses contacts, ses prospects, c'était les départements de transport, de transportation, de transport pour les différents États. Et en fait, il a dit, ouais, on a notre deck. Est-ce que tu peux nous le reprendre pour le marché américain? Je dis, OK, je peux. Mais tu cibles qui, en fait? Il a dit, ouais, bon, on cible, c'est 6 ou 7 États. Ils avaient déjà fait le shortlist des États qu'ils voulaient cibler. Et en fait, je dis, je peux pas faire un deck que vous allez pouvoir présenter à tous ces États parce que les problématiques de des départements de transport de la Floride n'ont rien à voir avec les problématiques de la Californie, de l'Idaho, du Kansas, du Texas, etc. Et en fait, ce qu'il fallait qu'on fasse, c'était de faire un deck par État. Alors du coup, on a choisi 2 États pour commencer, mais c'était parce que en fait, on a 2 prospects qui certes font la même activité, qui sont dans le même secteur, mais de par enfin plein de facteurs différents, c'est pas du tout les mêmes problématiques, la même situation de base, et les mêmes réponses que cette entreprise va pouvoir leur apporter. Et du coup, il fallait vraiment faire un deck par État. Mais tu vois, cet exemple du transport est vraiment parlant parce Mmh. qu'on peut très bien imaginer de transposer cet exemple au marché européen. Et c'est comme si on te disait, tu vas parler à SNCF de la même façon que tu vas parler je n'ai pas d'équivalent européen en tête, mais des trains en Espagne. Tout de suite, naturellement, tu te dis, c'est pas bon. Parce qu'on parle pas la même langue, on n'a pas la même culture, on le sait. Et peut-être qu'on a cette perception que aux États-Unis, comme bah, tout le monde parle la même langue, tout le monde a la même culture, on se dit bah, d'un État à l'autre, ça sera le même. Et cet exemple est vraiment représentatif en fait de tout ce que tu viens de nous Mmh. expliquer. Oui. Il y a un point qu'on n'a pas abordé encore, c'est celui des ressources humaines. Mmh. Est-ce que c'est mieux quand je commence comme ça et que j'ai fait tout ce travail, Oui. peut-être avec toi, de prospection, de marketing, j'ai commencé à sécuriser un peu de vente. Oui. Est-ce que j'embauche quelqu'un sur place, prêt pour Mmh. gérer tout ça, ou est-ce que j'envoie un Français de mon siège aux États-Unis? Oui, c'est plutôt le deuxième en fait. Au début, il vaut mieux envoyer quelqu'un du siège sur le terrain.
parce qu'il va falloir qu'ils comprennent et qu'ils soient sur place et on peut pas tout faire à distance. Alors ça dépend du projet, de ce qu'on vend, et cetera. Mais souvent, c'est le fondateur, le cofondateur ou vraiment quelqu'un qui est haut placé dans l'entreprise qui, va être obligé d'être sur le territoire, pour développer son activité. Parce que c'est là où on va pouvoir, déjà comprendre toutes les différences et les subtilités, de faire son réseautage, de construire son réseau. Et ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à distance et on peut commencer à tester, à explorer, à confirmer qu'on a cette envie depuis la France, quitte à faire des allers-retours pour des salons, des événements, des réunions, etc. Mais si c'est confirmé et on sait qu'on veut se développer sur le marché américain, à un moment, il va falloir envoyer une partie de l'équipe aux États-Unis. Si je décide de partir avec mon équipe, on sait que ça marche. Moi, je suis la cofondatrice de ma société. Mm. Je prends peut-être le directeur commercial qui a déjà préparé sa succession pour en France et qui va venir avec moi. Oui, On arrive aux États-Unis. Combien de temps il faut rester pour vraiment confirmer que le test est réussi ou pas? oui. Alors encore, ça va dépendre de plein de facteurs, enfin la vitesse à laquelle on arrive à développer son activité, est-ce qu'on arrive à signer des clients rapidement ou pas, qu'est-ce qu'on a comme financement, et cetera. Je dirais les fondateurs, enfin les entreprises que j'ai vues qui envoyaient des personnes, c'était minimum 6 mois, souvent plusieurs années. Oui, il faut vraiment, c'est un engagement de la part de l'entreprise et de la part des fondateurs ou des cadres supérieurs que tu vas envoyer sur place. Oui, En fait, j'imagine si moi je pars aux oui, États-Unis demain, oui. que ça commence à fonctionner, je suis restée 1 an, je vois une traction, Mmh. je commence à embaucher localement. Oui, Et comment je gère après, il y aura forcément des différences culturelles dans la façon de travailler. oui. Comment j'anticipe un peu ça? De mettre en place et ça c'est quelque chose qu'on fait, et c'est quelque chose qu'on a déjà fait pour les entreprises et effectivement en fait d'anticiper et de mettre en place justement des programmes qui permettent, en fait de se dire: «OK, on a des équipes françaises, on a des équipes américaines, il y a des différences». Faut déjà qu'on comprenne quelles sont ces différences, d'accepter qu'il y a des différences, d'accepter qu'il y a pas une façon de faire qui est, supérieure à l'autre, c'est juste différent. Mais aussi de se dire: «Bah, maintenant, en fait, on vient français et américain, on est dans cette entreprise et maintenant, il faut qu'on construise la culture de l'entreprise, en fait, pour que oui, on a des différences, mais on a beaucoup de choses qu'on a en commun et qu'on partage». Et donc en fait, c'est de prendre un peu de la culture américaine, un peu de la culture française et en fait, de construire ensemble pour que tout le monde s'approprie cette culture d'entreprise. Et c'est comme ça qu'on va justement arriver à, je vais pas dire gommer les différences, mais d'essayer en fait de réduire les tensions qui peuvent survenir parce qu'on a 2 parties de l'équipe qui viennent de 2 cultures complètement différentes, avec des façons de faire, des valeurs, des façons de réfléchir complètement différents. Peut-être aussi parfois, un peu des stéréotypes sur les autres. Oui, de toute façon, les Américains, ils réfléchissent jamais, ils partent comme une fusée et puis on doit rattraper derrière. Les Français, mais ils prennent 15 ans pour prendre une décision, c'est insupportable. Pourquoi ils peuvent pas me juste présenter le résultat et on décide? Et en fait, de comprendre pourquoi il y a ces différences, d'où ça vient et qu'est-ce qu'on met en place pour que tout le monde ait au moins vraiment un socle commun fort pour l'entreprise. Cette différence culturelle, c'est vraiment un point, qu'il faut pas sous-estimer. Moi, j'ai été, finance manager à Mmh. l'international pendant des années et quand on est parti, sur le marché américain, Oui, moi, je pensais que, je savais travailler à l'international parce oui, que je travaillais déjà dans 15 pays différents et oui, la réalité, c'est que c'est complètement différent et à chaque fois qu'on arrive dans un nouveau marché, la oui, façon de travailler, de communiquer va être différente à tous les niveaux et il oui, faut vraiment pouvoir anticiper pour éviter, oui, de créer des tensions peut-être ou de l'insatisfaction, d'un côté comme de l'autre et de pouvoir avancer de manière, saine
et intéressante pour tout le monde du coup. Complètement, complètement. Et ça peut être même des petits détails comme la façon de rédiger des mails, en fait. Mmh. En français, souvent dans les mails, on peut prendre un ton un peu plus, je dirais, directif. Bonjour, vous n'avez pas à m'envoyer le document. Merci de le faire avant la fin de la journée. Si vous traduisez ça littéralement en anglais, un Américain va lire ça et il va dire: «C'est qui ce mec?» Enfin, et ça va vraiment envoyer une mauvaise image, en fait. C'est Et en fait, ça vrai. crée des micro-tensions, mais qui, avec le temps, enfin, c'est comme quand on est dans un couple, si le mari, il laisse traîner son savon, dans la salle de bain, je sais plus quoi, c'est un petit truc, mais sur des années, au bout d'un moment, ça explose. Et du coup, si on peut éviter ces micro-tensions qui se cumulent dans les équipes, ça fait que on aura justement des relations professionnelles et même interpersonnelles beaucoup plus fluides et beaucoup plus faciles. Enfin, moi, j'ai un ami qui est aux États-Unis depuis 15 ans, qui parle parfaitement anglais, etc. Il dit même aujourd'hui, je mets dans ChatGPT, je rédige mon mail en anglais comme je le ferais naturellement. Je le mets en ChatGPT et je lui demande, est-ce que tu peux adoucir ce message pour faire plus à l'américaine? Et ça fait 15 ans qu'il est aux États-Unis et qu'il est complètement intégré. Il a la nationalité, etc. Euh, Mais tu sais, moi j'ai 9 ans au Zimbabwe et parfois quand je parle avec des amies zimbabwéennes, oui, des fois des fois ça sort comme ça et j'ai dit: oui, «J'étais un peu trop française peut-être là, trop directe». «Non oui, mais on t'adore, on sait comment tu pas voulu dire en mal». Mais c'est parce que j'ai passé oui, des années à construire ces relations et même oui, aujourd'hui, ça sort oui, trop oui, un peu trop oui. facilement et il faut imaginer en fait ça, ces automatismes qu'on a. Si en face on n'a pas, eu de formation interculturelle, Mm, on n'a aucune notion des différences culturelles et on pense que oui. les Américains sont comme les Français, je pense que ça peut être très violent, à tous les niveaux et peut-être même mettre en péril le projet, de la filiale. Complètement, mais complètement. Je dirais, peut-être une erreur, très facile à faire, mais qui est quand même assez répandue, c'est de dire les Américains, c'est comme les Français, mais en anglais. Oui, il y a des différences et ils mangent moins bien, et cetera. Ils prennent pas de pause déjeuner, mais on n'est pas si différents que ça parce qu'on est, enfin, de culture occidentale, on s'habille de la même façon, on partage beaucoup de références culturelles, grâce à Hollywood, et Mmh. cetera. Sur la surface, oui, on a beaucoup de similarités. Mais quand on creuse vraiment pareil, dans la façon de réfléchir, la façon de faire, les valeurs, enfin, il y a vraiment des dimensions culturelles qu'on peut mesurer, qu'on peut quantifier et on peut voir, mais de manière chiffrée, l'écart entre la France et les États-Unis. Et après, on peut aller dans les régions, etc. Donc, on voit qu'il y a parfois des très grands écarts, malgré ce qu'on pourrait imaginer. Ouais, donc ça, c'est clairement une des erreurs, à éviter. Est-ce que tu vois d'autres erreurs très fréquentes? Si on revient justement sur le côté marketing, souvent ce que je vois parce que je travaille avec beaucoup d'entreprises qui sont soit très tech, soit très industrielles, c'est qu'en fait, ce qu'ils mettent en avant, c'est leur technologie, c'est les features de leur solution. On va parler dans nombre, enfin je sais pas, en nombre de stockage ou de pièces par minute ou des choses comme ça. Et l'exemple qui est assez connu, c'était en fait quand Apple, ils ont créé, je crois que ça s'appelait l'iPod, enfin, je sais même plus comment ça s'appelait, c'était tellement longtemps. Leur premier petit appareil pour écouter la musique. Ils ont jamais communiqué sur le nombre d'heures de musique que ça contient, ou le nombre de stockage de mémoire, etc. C'était 25 albums dans votre poche ou quelque chose comme ça. Et c'est ça qu'on veut. On veut pouvoir aller partout, écouter toute la musique qu'on veut, mais sans à l'époque se balader avec notre Walkman CD, avec notre livret, avec nos 25 albums CD. Euh, et en fait, de parler des bénéfices, des résultats, qu'est-ce que ça m'apporte en fait, et tout ce qui est vraiment côté technique, features, etc. Soit c'est un détail et c'est vraiment pas important, soit c'est un détail et on en parle plus tard quand on est vraiment dans la phase de prise de décision. Mais quand on est au début, d'accrocher l'attention, de essayer d'encourager la personne d'aller à la prochaine étape avec nous,
Vraiment, il faut qu'on parle des résultats, de ce que ça leur donne, de comment ça facilite leur vie ou leur business, et le reste, c'est des détails. Je te remercie Christina parce que grâce à toi, on a pu voir vraiment on a fait un petit 360 de, tout ce qu'il faut, anticiper quand on veut s'installer aux États-Unis, que ce soit, ben, la taille du marché qui est énorme et qui Mmh. te force du coup à choisir où est-ce que tu vas Oui. t'implémenter, la façon dont tu vas communiquer, à tes clients, avec ton équipe, Mmh. la façon dont tu vas faire ton marketing, tes ventes. Je pense que si demain un des auditeurs veut se lancer aux États-Unis, il a déjà aujourd'hui une bonne compréhension, de tout ce que ça implique grâce à toi. Pour terminer, est-ce que tu peux nous donner 3 conseils actionnables pour une entreprise française qui veut s'installer aux États-Unis? Les 3 conseils actionnables que je dirais, c'est le premier, c'est juste de, si on peut dire, faites vos devoirs. C'est-à-dire, prendre du temps d'anticiper les différences culturelles, de faire ses études de marché, de valider, qui sont les clients cibles et vraiment de faire ce travail préparatoire parce que ça va permettre, en fait, de partir par la suite sur des bases solides et du coup, oui, ça a un coût, au début, mais c'est un coût, qui va vous faire économiser beaucoup d'argent et de frustration par la suite. Donc déjà, faire ses devoirs au début pour préparer, le terrain et peut-être aussi préparer son équipe. Une fois qu'on a fait ça, je dirais, c'est, vraiment de ne pas avoir peur de se remettre en question, mais complètement. Adapter le discours, la façon de vendre, la façon de présenter son produit, peut-être même, le nom et le positionnement de son produit. On a vu avec, Pompot qui est devenu un produit complètement enfin, un même produit, mais avec une identité et un nom complètement différent. Donc ne pas avoir en fait, je dirais de ne pas avoir, un attachement émotionnel à «On a toujours fait comme ça, on est comme ça, on peut pas changer maintenant». Heu, on va vraiment sur un autre marché et parfois il faut savoir se dire: «On doit tout changer». Et ça fait partie du jeu. Donc vraiment d'adapter le discours, peut-être aussi c'est pratique la rapidité et les réflexes qu'on peut avoir, mais ça aussi c'est, un entraînement qu'on souvent on acquérit, une fois qu'on est vraiment dans le bain et on se rend compte que c'est très différent. Et la troisième chose, je dirais, c'est vraiment en fait, d'aller vers les Américains le plus rapidement possible. Aller chercher les premières conversations, même si c'est juste, 10 minutes avec un client potentiel, qu'on a réussi à avoir en DM sur LinkedIn, juste pour poser des questions. Pas pour vendre tout de suite, mais pour comprendre, en fait, et vraiment aller se confronter le plus rapidement aux vraies personnes sur le vrai marché, parce que c'est ça qui va vous permettre de comprendre vraiment le plus rapidement possible et comme on a dit, de ne pas passer des mois, voire plus, à vraiment construire et parfaire, son message, son produit pour ensuite aller sur le marché et se rendre compte que ça le fait pas. Donc vraiment être dans du test and learn, vraiment d'essayer d'apprendre, en continu, le plus rapidement possible. Et si moi je peux me permettre, hein, ça Mmh. serait j'ajouterais de se faire accompagner dans toutes Aussi. ces démarches que tu mentionnes, parce qu'en étant accompagné, par quelqu'un, tu vas Mmh. gagner du temps, mais tu vas aussi potentiellement économiser beaucoup d'argent parce que tu vas Oui, éviter les erreurs que tu vas faire en y allant tout seul. Si oui. on veut se faire accompagner par, toi, comment on te contacte? Sur LinkedIn? Sur LinkedIn, j'y suis, tous les jours, tout le temps. Donc LinkedIn, c'est très efficace. Autrement, j'ai, mon site transatlantia.com où, on peut prendre un rendez-vous direct. Il y a un petit pop-up qu'on vient d'installer, où on peut prendre rendez-vous tout de suite. C'est très facile. Donc soit sur LinkedIn, si la personne se dit: «Oui, mais je veux, voir un peu qui est cette personne, avant de prendre rendez-vous», ce que je comprends tout à fait. LinkedIn, YouTube. J'ai un podcast aussi qui s'appelle Transatlantic Entrepreneur.
Et sur le site Transatlantia, on peut prendre rendez-vous direct. N'hésitez pas à contacter Christina si vous avez besoin, à la suivre sur les réseaux. Si vous avez des questions, mettez-les nous en commentaire. Si vous venez de vous installer aux États-Unis et vous avez des retours d'expérience à partager, on sera ravis de discuter en commentaire. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.